Quand June Fox Roberts, une mamie appréciée de tous, est retrouvée horriblement mutilée dans sa maison, les policiers sont choqués. Qui peut être assez monstrueux pour faire une chose pareille? Je vais vous raconter son histoire. June Fox Roberts est une femme de 65 ans qui vit dans le sud du pays de Galles, à Chantwit Fardray, un village de 6000 habitants. Elle vit dans la même maison depuis 1985, donc elle a créé des liens très forts avec ses voisins. Et c'est une maison qui est située dans un cul-de-sac tranquille, et elle vit dans cette maison avec ses deux filles, Trisha et Abigail, et elle a également un fils qui s'appelle Sébastien, mais qui lui vit dans une autre ville. Vous aurez compris que June est très famille, vu qu'elle vit encore avec ses enfants, c'est quand même assez rare à cet âge, et elle est également très proche de ses petits-enfants, ainsi que de son arrière-petite-fille qui vient tout juste de naître, et qu'elle a très hâte de rencontrer. June est divorcée de son ex-mari et ça fait 10 ans qu'il est décédé. June est une femme très active, elle a exercé de nombreuses activités variées dans sa vie, elle a eu plusieurs métiers, elle a notamment été à la tête d'une ferme de poulets, elle a également travaillé dans des écoles auprès d'enfants défavorisés, d'enfants en difficulté, et puis aujourd'hui elle est à la tête d'une entreprise informatique, c'est une entreprise familiale qu'elle a reprise, et elle possède également une pâtisserie, elle est passionnée de cuisine, et sa pâtisserie s'appelle June's Cakes and Shakes. June a quand même hâte de prendre sa retraite, malgré le fait que ce soit une femme dynamique qui adore tout le temps bouger, faire plein de choses. Eh bien, elle a un projet à la retraite. Elle prévoit de se construire elle-même un petit pavillon dans lequel elle souhaite passer une retraite paisible, avec un beau jardin. Elle adore jardiner. Et elle espère aussi qu'à la retraite, elle va pouvoir passer plus de temps avec sa famille, mais aussi avec ses amis. Il faut savoir qu'elle a des amis dans le monde entier, puisqu'elle voyage beaucoup pour le travail. Donc forcément, elle aura plus de temps pour voyager et les retrouver en étant à la retraite. June est une femme très sociable. Elle adore les gens, elle adore discuter, elle adore faire de nouvelles rencontres. Et elle est connue pour son grand sens de l'hospitalité. C'est simple, si vous toquez à la porte de sa maison, vous ne repartirez pas sans avoir pris quelque chose à boire ou à manger. Elle va systématiquement proposer un café, un verre de vin ou encore un encas. Et ses enfants disent qu'elle a une personnalité inoubliable. C'est-à-dire que si vous lui parlez une fois, vous ne l'oublierez jamais. June a eu une vie assez difficile. C'est une femme qui a vécu beaucoup d'épreuves et qui, du coup, est devenue vraiment quelqu'un de fort. Et quelqu'un également qui pense qu'il faut croquer la vie à pleines dents, qu'il faut profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. Et dès que quelqu'un de son entourage traverse une mauvaise passe, elle lui conseille de ne pas s'attarder sur le négatif et de toujours aller de l'avant. Quand June ne travaille pas, elle s'adonne à ses 3 grandes passions, donc je vous ai dit le jardinage, la cuisine, mais également le tricot. Et justement, ce dimanche 21 novembre, eh bien, elle est tranquillement dans son lit, en train de créer une œuvre en crochet, quand elle entend du bruit au rez-de-chaussée. June est seule dans sa maison, ses 2 filles qui vivent avec elle, Trisha et Abigail, ont quitté la ville, elles sont parties en train le vendredi soir pour le week-end, donc June est très intriguée par ce bruit et elle décide de descendre pour voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. Une fois en bas des marches, elle tombe nez à nez avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Et cet homme n'hésite pas une seule seconde à la frapper. June tente de se défendre comme elle peut, mais malheureusement, l'homme est plus fort et il lui assène un violent coup à la tête qui l'assomme. Dans la journée qui suit, Abigail rentre chez elle, donc elle arrive dans la maison familiale et à peine elle a ouvert la porte, elle a une vision d'horreur. Elle voit sa mère, le corps de sa mère, enroulé dans une bâche en plastique au milieu du salon. La police ne tarde pas à arriver et ils sont tout de suite très choqués par ce qu'ils voient. En fait, le corps de June n'est pas complet. June a été démembrée et ses membres ne se trouvent vraisemblablement pas sur place. C'est uniquement son tronc qui est enroulé dans la bâche en plastique. Il manque sa tête, ses bras et ses jambes. Et à côté du corps se trouve une tronçonneuse. Il remarque que le tueur a essayé de nettoyer rapidement la scène de crime et également qu'il est passé par une porte ouverte puisqu'il n'y a pas de traces d'effraction.
Alors, les policiers, certes, ils ont l'habitude de voir des meurtres, des gens qui sont tués chez eux, ça arrive, mais un tel niveau de violence, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu quelqu'un être violenté de la sorte et en plus être démembré. Il faut savoir que le corps de June présente de très nombreuses marques de coups, elle a des os brisés et elle a également été piétinée, puisqu'il voit très clairement une empreinte de chaussure sur son tronc. Il y a clairement urgence à retrouver la personne qui a fait ça. Parce que si cette personne a été capable d'une telle barbarie, qui sait si elle ne va pas recommencer? On est face à quelqu'un de dangereux. Alors, autant dans les affaires que je présente, je n'hésite pas à dire quand la police a fait des erreurs ou n'a pas fait son travail correctement, mais là, il faut le dire, c'est le contraire. La police a été déterminée à retrouver le tueur et ils ont mis le paquet. Vraiment, ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils voulaient absolument choper la personne qui a fait ça le plus rapidement possible. Donc tout de suite, ils ont envoyé des chiens partout aux alentours pour essayer de retrouver les membres de June, pour essayer de retrouver des indices. Ils ont récupéré tous les enregistrements des caméras des environs. Alors malheureusement, vu que June vivait dans un cul-de-sac tranquille, ses voisins n'étaient pas équipés de caméras, mais il y avait des rues alentours dans lesquelles les gens possédaient des caméras. Donc ils ont récupéré tous les enregistrements, ils ont vérifié les alibis de tout le monde, ils ont vérifié qui pouvait en vouloir à June. Enfin vraiment, ils ont tout fait très 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 rapidement, avant même que les techniciens donc, de scène de crime soient arrivés sur place. Donc la scène de crime n'avait même pas encore été analysée, qu'ils étaient déjà en train de chercher un maximum d'indices, ils n'ont pas perdu de temps. C'est finalement le lendemain, quand les experts en scène de crime arrivent sur les lieux, qu'on commence à avoir des réponses. Alors déjà, les membres de June n'ont pas été emportés par le tueur, comme le pensaient à l'origine les policiers. Ils sont retrouvés sur place par les techniciens. Ils sont retrouvés dans des sacs plastiques. Et dans ces sacs plastiques, ils découvrent également des indices très intéressants. Et notamment un short. Un short de sport noir qui n'appartient ni à June, ni à ses filles, et qui donc probablement appartient au tueur. Il découvre également sous les sacs une hache ensanglantée. Et finalement, il détermine que c'est cette hache qui a servi à décapiter June et à la démembrer. Et la tronçonneuse qui se trouvait à côté du corps est propre, elle n'a pas servi. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Le tueur a peut-être pensé d'abord à utiliser une tronçonneuse avant de changer d'avis. Toujours est-il que c'est vraiment la hache qui a servi au démembrement. À l'étage, il découvre dans la salle de bain une boîte de teinture ouverte qui a été utilisée et également des cheveux dans le lavabo. Donc ils comprennent que le tueur a souhaité changer d'apparence avant de partir. C'est une teinture blonde. Abigail et Trisha affirment que non, elles ne se sont pas teint les cheveux, elles ne se sont pas coupé les cheveux. Leur maman ne l'a pas fait non plus, donc c'est forcément le tueur qui s'est teint les cheveux en blond et qui s'est coupé les cheveux avant de quitter les lieux. Et il découvre également que la chambre de Trisha a été fouillée, les placards sont ouverts, donc il pense qu'il a peut-être pris des vêtements à Trisha, qui s'est changé. C'est pour ça qu'il a laissé son short sur place. Il aurait revêtu des vêtements de Trisha avant de quitter les lieux. D'ailleurs, la pauvre Trisha, qui a pourtant un alibi en béton puisque elle était même pas sur place, elle était partie en week-end, eh bien se retrouve accusée par tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc déjà, elle perd sa mère dans des circonstances effroyables, et en plus, on a des dizaines et des dizaines d'internautes qui l'accusent d'être la coupable, et même ses propres amis se mettent à en douter, tellement la rumeur est grande. C'est complètement fou. Mais la police, eux, ils n'y croient pas une seule seconde, ils ont vérifié, tous les proches de June ont un alibi, eux, ils pensent plutôt au crime d'un rôdeur, et d'un rôdeur qui aurait des troubles mentaux. Alors pourquoi ils pensent ça ? Eh bien parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas vraiment de sens sur la scène de crime. Déjà le démembrement. Forcément au début ils se sont dit que les membres avaient été emportés, que peut-être que le tueur avait laissé le tronc sur place parce qu'il n'avait pas eu le temps ou qu'il n'avait pas su comment s'en débarrasser. Mais logiquement quand on démembre quelqu'un, c'est pour pouvoir se débarrasser plus facilement du corps. Or, là, tout a été laissé sur place. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Finalement, elle a été démembrée pour rien. Donc c'est vraiment quelque chose de gratuit. Et encore une fois, June, c'était quelqu'un d'apprécié. Elle n'avait pas d'ennemis. Donc il y a quand même de grandes chances pour que la personne qui a fait ça soit déséquilibrée. Cette personne
a également, je vous ai dit, tenté de nettoyer la scène de crime, mais à côté de ça, elle laisse plein d'indices. Elle laisse son short, elle laisse des cheveux dans le lavabo, elle laisse ses empreintes un peu partout, notamment sur les produits nettoyants. Enfin, c'est très bizarre, on n'a pas l'impression de faire face à un tueur calculateur et lucide. Ça tombe bien puisque justement, peu de temps avant le meurtre, un homme avec des problèmes mentaux a disparu. Cet homme s'appelle Luke Dilley et il a été déclaré disparu par ses parents. Donc les policiers commencent à s'intéresser à son cas, à se demander où est passé cet homme, est-ce qu'il pourrait pas avoir un lien avec le meurtre, quand finalement ils laissent cette piste de côté pour s'intéresser à une autre, puisqu'ils reçoivent un appel très intéressant. C'est un employé d'une entreprise qui récupère des pneus usagés qui les appelle pour leur dire que un homme assez étrange a élu domicile dans un de leurs conteneurs. Les policiers demandent à voir les enregistrements vidéo de cette entreprise et ils remarquent que cet homme s'est installé dans le conteneur 3 heures seulement après le meurtre. Que cette entreprise se situe à seulement 5 minutes à pied de chez June, et en plus de ça que cet homme semble lui aussi présenter des troubles mentaux puisqu'il parle tout seul, il agit de manière étrange, il a l'air complètement perdu. Donc c'est une piste très intéressante. Sur les enregistrements vidéo, les policiers remarquent également d'autres éléments qui laissent à penser qu'il pourrait être le tueur puisqu'il a les cheveux teints en blond et il a également une coiffure très bizarre. On voit bien que c'est pas un coiffeur qui lui a fait, on voit bien que ça a été fait à la va-vite, il a des mèches plus longues que d'autres, il est chauve sur le dessus mais avec des longues mèches sur le côté. Enfin, c'est une coiffure vraiment inhabituelle et ça, il le remarque tout de suite. L'homme a également des griffures au visage, donc très intéressant également. Et je vous ai dit donc qu'il était un peu étrange, qu'il parlait tout seul, etc. Mais c'est également un homme qui a l'air un peu perdu. Il est très très sale. Donc c'est un homme blanc, mais il est tellement sale qu'il a la peau noire. Donc les enquêteurs comprennent tout de suite qu'il s'agit d'un SDF, vraisemblablement. Voilà, on est face à quelqu'un qui n'a pas de logement puisqu'il vit dans un conteneur, qu'il a l'air dans un état plutôt pitoyable. Et donc, ils font très vite face à un problème puisqu'en fait, cet homme a été surpris par les employés de l'entreprise et quand il a vu qu'on l'avait vu, il a quitté les lieux précipitamment. Et vu que c'est un SDF, qu'on n'a pas son identité, eh bien, il peut se trouver n'importe où. Donc, tout de suite, les enquêteurs transmettent sa photo à tous leurs collègues de tous les villages, toutes les villes alentours. On sait jamais, peut-être que quelqu'un va retrouver sa trace. Et en attendant, ils continuent leur enquête. Alors, ils se disent, est-ce que cet homme pourrait être Luke Dilley par hasard? Donc, ils comparent la photo de Luke à la photo de l'homme du conteneur. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout le même homme. Luke, c'est un homme qui prend énormément soin de lui, c'est quelqu'un d'athlétique, avec une belle barbe brune, des cheveux bruns. Et là, on est face à un homme avec une coiffure étrange, qui est très sale, qui est maigre. Enfin, il ne pense pas une seule seconde qu'il puisse s'agir de la même personne. Donc encore une fois, cette piste Luke Dilley, ils la mettent un peu de côté, puisque l'homme du conteneur est quand même bien plus intéressant. Et justement, ils reçoivent un appel très important, un appel d'une femme qui dit que le jour du meurtre, elle a parlé avec un homme étrange. Cette femme dit qu'elle s'est rendue dans un endroit où il y a comme une rangée de magasins, donc elle s'est garée derrière ces magasins, et là se trouvait un homme visiblement SDF qui lui a posé des questions. Il cherchait des toilettes, donc elle lui a indiqué un bar qui se trouvait à proximité dans lequel il pouvait se rendre et elle a tenu à le signaler à la police parce que cet homme lui a fait mauvaise impression. Elle s'est dit peut-être qu'il y a un lien avec le meurtre qui a été commis et les policiers forcément récupèrent les caméras de surveillance puisque ça s'est passé devant des magasins, donc ils sont tous dotés de caméras. Et là, ils constatent que cet homme porte un short de sport noir, comme celui qui a été retrouvé dans les sacs avec les membres de June. Bon, ça ne prouve rien, les shorts noirs, voilà, tout le monde peut en porter, mais quand même, c'est très intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cet homme-là porte des sacs plastiques à la main ainsi qu'un sac à dos, et c'est exactement les mêmes sacs plastiques et le même sac à dos que l'homme du conteneur. Mais il n'a pas la même apparence physique.
Et cet homme-là ressemble, pour le coup, beaucoup à Luke Dilly. Je vous montre une photo avant-après. Donc ça, c'est Luke avant. Et ça, c'est Luke après. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment une grosse différence. Il a vraiment bien réussi à changer d'apparence, c'est assez fou. On comprend que les policiers n'aient pas tout de suite reconnu Luke Dilly. Dans la foulée, les policiers d'une autre ville découvrent Luke Dilly assis par terre dans une rue, en train de manger des bonbons tranquillement. Et ils l'arrêtent. Luke Dilly étant désormais en garde à vue, les policiers disposent de 96 heures, soit 4 jours, pour trouver assez de preuves pour permettre d'inculper Luke Dilly. S'ils ne trouvent pas assez de preuves, ils seront contraints de le relâcher. Donc le stress et la pression sont vraiment élevés, mais ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est vrai que dans beaucoup d'affaires, on voit les policiers laisser les suspects en liberté en attendant d'avoir assez de preuves. Ces policiers-là ont décidé de faire les choses différemment. Ils ont préféré prendre le risque de l'arrêter immédiatement pour éviter à tout prix qu'il fasse du mal à quelqu'un d'autre en se disant « tant pis, c'est pas grave, on va passer 4 jours à travailler d'arrache-pied et à trouver toutes les preuves possibles pour monter un dossier en béton. » Mais le gros souci qu'ils rencontrent, c'est que Luke n'est pas du tout coopératif. Déjà, il donne même pas son vrai nom. Il dit qu'il s'appelle Louis Thomas. Donc c'est pour vous dire déjà à quel point il a pas du tout envie d'aider la police. Et en plus de ça, je vous ai dit déjà qu'il avait des problèmes mentaux, mais il a des problèmes mentaux vraiment graves. Il est dans son monde, il parle tout seul, il chante, etc. Enfin, les policiers savent pas trop comment se comporter avec lui. Il souhaite répondre à aucune question. Il refuse de donner son ADN. Or, comme il a un casier judiciaire vierge, eh bien les policiers ne sont pas en possession de ses empreintes et de son ADN. Alors, on peut forcer quelqu'un à donner son ADN quand même, mais ça prend du temps, il faut faire des démarches, etc., puisque les gens ont des droits. Et d'ailleurs, Luke va également faire marcher un autre de ses droits, c'est le droit à un interprète. Il fait croire qu'il ne comprend pas bien l'anglais, qu'il ne parle que gallois, et qu'il a donc besoin d'un interprète gallois. Donc, bien qu'on soit au Pays de Galles, ça court pas non plus les rues, les personnes qui parlent gallois couramment et assez bien pour être capable de gérer un interrogatoire aussi important en alternant comme ça entre l'anglais et le gallois. Donc là encore, ça leur prend du temps à trouver cet interprète pour qu'au final, Luke comprenne très bien l'anglais et réponde juste à chaque question par « no comment ». Donc, pas de commentaire, pas de commentaire, pas de commentaire. Il ne répond réellement à aucune question. Heureusement, ils ont réussi à avoir des preuves solides avant la fin des 96 heures. Déjà, ils ont eu la confirmation que les vêtements qu'il portait au moment de son arrestation appartenaient bien à Trisha. Ils ont montré les vêtements à Trisha qui les a reconnus et ces vêtements ne se trouvaient plus dans la maison. On sait que c'était bien ces vêtements, mais aussi et surtout, une fois que le laboratoire a pu avoir accès aux empreintes et à l'ADN de Luke, eh bien, ils ont retrouvé ces derniers un peu partout sur la scène de crime. Donc je vous ai dit notamment qu'il y avait des empreintes sur les produits qui avaient servi à nettoyer la scène de crime. Ce sont bien les empreintes de Luke. Et son ADN se trouve également à plusieurs endroits, et notamment dans le short noir, dans la ceinture du short noir qui a été retrouvé avec les membres de June. Donc c'est un short qui appartient forcément au tueur. Donc c'est des preuves très solides. Mais finalement, ça a vraiment pris du temps d'obtenir ces preuves-là, puisque c'est seulement quelques heures avant la fin des 96 heures que les policiers ont estimé avoir assez d'éléments pour pouvoir inculper Luke. Et heureusement qu'ils ont trouvé ces éléments-là, parce que ils n'auraient pas pu compter sur ses aveux, puisque vraiment jusqu'à la fin, il a rien lâché. Il a refusé d'avouer, refusé de répondre aux questions. Bon, maintenant qu'on sait que le meurtrier est hors d'état de nuire, qu'il est derrière les barreaux, eh bien on va s'intéresser un petit peu plus à lui finalement. Qui est Luke Dilly? D'où il vient? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Pourquoi a-t-il fait ça? Je vais répondre à toutes vos questions. Donc déjà, on ne sait pas grand-chose sur l'enfance de Luke. Et on ne sait pas non plus grand-chose sur sa situation familiale. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a des parents très présents, des parents aimants, des parents qui ont toujours été là pour lui. Luke présente des signes de maladie mentale depuis qu'il est adolescent. Au moment des faits, il a 25 ans et 2 ans auparavant, donc en mars 2019, il a été pour la première fois mis sous traitement.
et envoyé dans un hôpital psychiatrique. En fait, c'est ses parents qui se sont inquiétés pour lui, qui ont vu que son état se dégradait et qui ont prévenu des médecins qui ont décidé donc de mettre Luc sous traitement. Donc à partir du moment où il a pris ses médicaments, tout allait bien. Il a pu mener une vie à peu près normale, son état s'est amélioré, mais en 2021, en juillet plus précisément, les parents de Luc se sont à nouveau inquiétés et ont à nouveau contacté son psychiatre en lui disant tout simplement qu'ils avaient l'impression que Luc avait rechuté, il présentait des signes à nouveau de maladie mentale, il faisait les 100 pas, il ne dormait plus la nuit, il avait changé d'apparence physique, enfin il ne semblait plus être lui-même. Donc le psychiatre de Luc l'a vu, a eu un rendez-vous avec lui, et lors de ce rendez-vous, Luc lui a avoué qu'il avait cessé de prendre ses médicaments. Donc il a été remis sous traitement en urgence, mais bon, vraisemblablement, Luc avait décidé de ne plus prendre ses médicaments puisque, après ce qui s'est passé avec June, on imagine qu'il n'était pas sous traitement à ce moment-là. En septembre 2021, Luc, qui étudie le dessin dans une université de Cardiff, rejoint une colocation. Et il jette un gros froid dans le logement, puisqu'il a un comportement vraiment bizarre et inquiétant qui va carrément faire peur à ses colocataires. Luc mange du foie au petit déjeuner. Déjà, c'est bizarre, ok ? Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de manger du foie au petit déjeuner, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est bizarre. Et surtout, quand il mange le foie, il met du jus de viande un peu partout, il le laisse couler au sol et il ne nettoie pas. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui a commencé à agacer ses colocataires, mais c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Luc a décoré sa chambre, les murs de sa chambre, uniquement avec des photos de femmes nues et ligotées. Donc apparemment, il était adepte de bondage, mais c'est très bizarre de décorer sa chambre de cette façon-là. Et puis, il passait tout son temps attablé à la table de la cuisine, donc une pièce commune, en train de dessiner, mais de faire des dessins sataniques. Donc il dessinait des démons, il dessinait des symboles sataniques, et il faisait des autoportraits de lui, mais sur lesquels il avait toujours l'air méchant. Il se représentait avec un visage diabolique, et forcément, ça fait très peur. Enfin, personnellement, j'aurais un colocataire comme ça, je serais pas rassurée. Et le 11 novembre, il va encore plus loin, puisqu'il va carrément agresser une de ses colocataires. Il lui jette un verre d'eau au visage, il se met à l'insulter de tous les noms, et il la menace. Donc cette colocataire, à juste titre, est terrifiée et tous les colocataires décident d'un commun accord de mettre Luc à la porte. Donc c'est le 11 novembre qu'il se retrouve SDF. Le meurtre a eu lieu le 21, donc il est resté finalement 10 jours sans domicile, à errer dans les rues, à voler pour revendre des objets et tenter de se nourrir comme ça, enfin vraiment à vivre dans une très très grande précarité. Le procès de Luc a eu lieu en avril 2023, mais avant ça, Luc a été vu par 3 psychiatres qui ont tous, sans exception, affirmé qu'il souffrait d'une très grave maladie mentale qui le rendait irresponsable de ses actes. Luc souffre d'une schizophrénie paranoïde, c'est-à-dire qu'il entend des voix et qu'il souffre de paranoïa, donc. Et il a l'impression d'être persécuté, il a l'impression qu'il y a des personnes qui lui en veulent. Et il a expliqué qu'au moment du meurtre, ce qui s'est passé, c'est qu'il entendait des voix de plus en plus présentes qui le poussaient à tuer. Et finalement, quand il passait dans le quartier de June, il a levé la tête et il a vu que c'était la pleine lune. Et il a vu ça comme un signe. Surtout que dans les minutes qui ont suivi, il a découvert dans un jardin une hache dont il s'est saisi. Et il a pris tout ça comme des signes, il s'est dit c'est le moment d'agir, c'est ce soir que je dois tuer quelqu'un. Donc il est rentré chez June finalement par hasard. Il se retrouvait devant sa maison à ce moment-là, il s'est dit je vais entrer là. Et puis June n'a pas eu de chance, elle n'avait pas verrouillé sa porte, donc il a pu entrer facilement dans la maison. Et il est entré vraiment dans le but de la tuer. Il a dit également qu'il portait un masque de loup au moment du meurtre, mais ce masque n'a jamais été retrouvé, donc on ne sait pas si c'est vrai, mais toujours est-il qu'il n'avait pas de mobile, il ne connaissait pas June. Au moment du meurtre, c'était vraiment la première fois qu'il la voyait. À cause de sa maladie mentale, Luc a plaidé non coupable pour meurtre avec préméditation. Par contre, il a plaidé coupable
d'homicide sans préméditation. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même reconnu être responsable du crime. C'est bien lui qui a tué June, mais il ne voulait pas commettre ce crime. Il l'a commis contre son gré, finalement à cause de sa maladie mentale. Ça a été confirmé par les psychiatres. Ils ont dit qu'effectivement, sans sa maladie, il n'aurait jamais tué June. Et donc, Luke n'a pas rejoint une prison classique. Il a été envoyé dans une prison hôpital, dans un genre d'hôpital psychiatrique pour les personnes très dangereuses, donc qui sont vraiment enfermées comme une prison, mais également soignées. Et il a été décidé qu'il resterait dans cet établissement pour une durée indéterminée. Donc c'est très probable qu'il ne sorte jamais. C'est un verdict qui a été compliqué à accepter pour la famille, déjà parce qu'ils espéraient avant tout des réponses. Ils voulaient savoir pourquoi June était morte. Ils se disaient peut-être qu'elle l'a surpris en train de voler, peut-être qu'il y a une altercation qui a eu lieu, peut-être que c'est lors de cette altercation que Luke a commencé à la frapper, quelque chose comme ça. Mais en fait, on se retrouve face à un homme qui dit simplement « Oh, j'ai entendu des voix et je l'ai tué au hasard ». Et c'est pas forcément une explication qui les convainc et qui les satisfait. Ils auraient aimé vraiment avoir quelque chose de rationnel, quelque chose de logique, et ils ne l'ont pas. Également, il trouve ce meurtre incompréhensible dans le sens où June, c'était quelqu'un de très gentil. C'était quelqu'un, comme je vous ai dit, qui avait vraiment le cœur sur la main, qui avait vraiment le sens de l'hospitalité, qui aimait les autres. Donc si Luke était entré chez elle en lui disant « J'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin de quelque chose à manger, j'ai envie de boire quelque chose », bien, ils sont persuadés qu'elle aurait dit oui et qu'elle lui aurait proposé quelque chose, qu'elle lui aurait donné un peu d'argent, enfin voilà. Donc pour eux, c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi June ? Pourquoi elle ? Et ils n'ont pas de réponse à cette question finalement. En ce qui concerne l'irresponsabilité de Luke Dilley, là aussi ils émettent des doutes. Puisque oui, certes, il est gravement malade, ça personne ne peut le nier, il a une maladie vraiment très très importante, mais il savait qu'il était malade, et alors qu'il était sous traitement, alors qu'il allait mieux, il a décidé, lui-même, d'arrêter ses médicaments. Donc finalement, est-ce que ça le rendrait pas un peu responsable de ce qui est arrivé ? En tout cas, c'est une question que se sont posées. Mais en contrepartie, ce qui est satisfait dans cette affaire, c'est que Luke ne sortira, comme je vous le disais, probablement jamais de l'établissement dans lequel il est enfermé, alors que s'il avait été déclaré responsable de ses actes, eh bien, il aurait eu une peine de prison classique et il serait probablement sorti un jour. Donc là-dessus, ils sont rassurés, Luke ne pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Il y a une chose que j'ai trouvée vraiment touchante lors de ce procès, c'est que les deux familles, la famille Dilley et la famille Fox-Roberts, ont tenu à se parler, à communiquer et finalement à s'apporter leur soutien mutuel. Donc la famille de June, surtout ses enfants, ont tenu à dire aux parents de Luke qu'ils ne leur en voulaient pas, que c'était pas de leur faute, qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour Luke, qu'ils ont essayé de l'aider, qu'ils ont essayé de le soigner et que finalement ce qui est arrivé, c'est la faute de Luke et uniquement de Luke et de sa maladie bien sûr, mais pas de la leur. Et les parents de Luke, eux, avaient transmis une lettre à leur avocat pour pouvoir s'exprimer à travers lui et faire passer un message aux enfants de June. C'est une affaire choquante et tragique. Toutes nos pensées vont vers la famille de June. Nous ne pouvons qu'imaginer la douleur et le traumatisme auxquels ils doivent faire face. Tous les jours, nous regrettons que leur mère ne soit plus vivante et en bonne santé. Nous sommes totalement désespérés par ce qui s'est passé. Les enfants de June, quant à eux, ont écrit une lettre pour rendre hommage à leur maman. Le dimanche 21 novembre 2021, notre monde s'est écroulé. June Fox-Roberts nous a été enlevée d'une manière horrible par un homme que nous ne connaissions pas. June était une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère, et elle adorait passer du temps en famille. June avait tellement hâte de rencontrer son arrière-petite-fille, née le mois précédent, mais malheureusement, Luke lui a arraché cette chance. June avait un grand cœur, et elle accueillait tout le monde à bras ouverts dans sa maison. Elle avait la réputation de ne surtout pas vous laisser quitter sa maison ou son jardin sans vous avoir proposé au préalable quelque chose à boire et une bonne discussion. Et elle était généreuse. Si quelqu'un avait un problème, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider, ce qui rend le geste de Luke encore plus difficile à accepter.
Il a été cruel envers elle, sans raison. June n'avait pas peur de la mort, mais elle voulait mourir paisiblement, entourée de sa famille, et Luke lui a volé ce droit, à elle, mais aussi à nous tous, quand il a pris sa vie, des années avant sa mort naturelle. C'est tout pour cette histoire, je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.